Bonjour à tous, bonjour à toutes, pardon, et bonjour à tous. On va laisser les gens arriver un petit peu à la fois puisqu'il est 17h pile. Voilà, donc on va vous accueillir tranquillement. Donc, on va quand même commencer maintenant, sinon pour les gens qui arrivent, ça risque d'être un petit peu long. Donc bonjour à tous pour ce webinaire de février 2024 qui va donc concerner, on va dire, deux thématiques en fait, l'actualité CPF 2024 et puis la sous-traitance Calliope, enfin la sous-traitance et Calliope, avec cette histoire de V9 qui est sortie début janvier et qui a un petit peu remué le monde de la formation depuis le début de l'année. Alors on va être à deux aujourd'hui, puisque voilà, on travaille bien toutes les deux. Alors je vais vous expliquer un petit peu le sommaire de ce webinaire qui fonctionne un petit peu de la même manière que les webinaires qu'on peut faire maintenant depuis 2 ans et demi, je pense. Les jeudis d'INSIS, tous les jeudis, voilà, notre rendez-vous mensuel. Voilà, notre rendez-vous mensuel quasiment tous les mois de l'année. On va déjà se présenter rapidement, mais c'est bien de le refaire quand même à chaque fois, puisque peut-être qu'il y a des nouveaux qui nous rejoignent, et c'est bien qu'ils aient quelques informations concernant Insist. On fera donc une première thématique sur la nouvelle réglementation concernant la sous-traitance dans le cadre du CPF. Deuxième thématique qu'on voulait aborder avec vous ici, c'est donc cette version 9 Calliope qui est sortie très peu de temps après la version 8, mais qui concerne plus particulièrement le sujet de la sous-traitance. Et puis pour terminer, on vous présentera toutes les solutions d'accompagnement qu'on peut vous proposer, j'allais dire au travers de ces thématiques-là, mais aussi de manière plus générale, comment INSIS peut vous accompagner dans vos projets de développement de votre activité d'organisme de formation. Alors, je le dis avant d'oublier, vous avez accès à un chat sur ce webinaire. N'hésitez pas donc à poser vos questions. On répondra au maximum et autant que faire se peut à vos questions et on essaiera, quand on aura beaucoup de questions diverses et variées, on essaiera de synthétiser et en tout cas de mutualiser sur les questions qui seront posées, justement pour essayer de répondre à un maximum de vos interrogations. Alors, insiste déjà ici pour les deux personnes qui vont intervenir. L'équipe féminine est en force. Donc, Swila qui est avec moi, donc qui est coordinatrice pédagogique chez Insist et puis consultante aussi un petit peu sur tous les sujets qui touchent à Calliope, certification RNCP-RS depuis bientôt 5 ans chez Insist. Oui, c'est ça. C'est un rendez-vous auquel on s'habitue là depuis. Puis on s'est vu il n'y a pas longtemps en fait. Ouais, il y a quoi, 3 semaines? Ouais, il y a à peu près 3 semaines. Pour souhaiter la bonne année. Ouais, un webinaire pas prévu normalement début janvier, mais là aussi au regard de l'actualité autour de Calliope, on avait trouvé pertinent de faire un petit webinaire pour un petit peu vous partager les informations qu'on avait et puis vous donner un petit peu des préconisations. Voilà, donc Swila et donc moi Valérie, donc consultante chez INSI depuis 3 ans et demi et plus particulièrement sur tout ce qui concerne Calliope et les certifications, les dossiers de certification auprès de France Compétences sur les répertoires spécifiques plus spécifiquement. Alors, je vois que ça continue à arriver. Bonjour à tout le monde. Petite présentation rapide d'Insist, encore une fois, pour les gens qui ne nous concerne pas. Qui sommes-nous? Insist, c'est donc un cabinet de conseil qui est basé à Lille et qui intervient donc auprès des organismes de formation dans leurs projets de création, de développement d'activité. On va vraiment du début jusqu'à la fin. On est à peu près une vingtaine de collaborateurs à aujourd'hui. On accompagne effectivement nos clients depuis presque 14 ans. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Sur des organismes de formation qui se trouvent partout en France, quelle que soit la taille de l'organisme de formation et sur tout secteur d'activité. Voilà, on n'est pas... en tout cas, on ne se ferme pas à une catégorie d'organismes de formation ni à une activité parce qu'on a les compétences, je pense, en interne à accompagner tout le monde. Et dans les accompagnements qu'on peut faire, on est quand même sur des beaux taux de réussite, que ça soit sur les dossiers donc de demande de numéro de déclaration d'activité, les référencements au CPF,
anciennement le Datadoc pour les plus anciens qui ont connu le Datadoc, et puis sur les accompagnements, donc préparation de nos clients aux audits Calliope, que ça soit les audits initiaux, les audits de surveillance, et puis depuis peu de temps, on a commencé à attaquer les audits de renouvellement. Voilà, donc Oui, ça commence, c'est vrai. ça commence. Vous arrivez de plus en plus nombreux parce que j'ai l'impression que cette année, Valérie, les OPCO, les certificateurs que sont qui sont presque 37, je crois, aujourd'hui. Oui, 37 ils sont nombreux. certificateurs Calliope. Ils reviennent vers vous relativement tôt, puisque le décret qui est paru en juin dernier, et qui est rentré en application en septembre 2023, oblige finalement, enfin rappelle plutôt, conseil, préconise, même si c'est quasi une obligation, aux organismes de formation, aux prestataires qui ont obtenu leur label il y a 3 ans, de faire venir un auditeur entre 6 et 4 mois avant la date d'échéance de leur label. Donc en gros, les certificateurs en ce moment reviennent vers vous, vous envoient des mails. Donc pas de panique, c'est normal, c'est qu'ils prennent attache auprès de vous avant la date fatidique pour planifier l'accueil, le renouvellement de votre audit. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que c'est pas parce que l'auditeur viendrait 6 mois avant la date d'échéance, en gros, il viendrait au mois de juin alors que l'échéance c'est décembre 2024. C'est pas pour autant que votre label n'est pas toujours actif. Il ne sera pas réduit. Voilà, ce sera de date à date. Il sera valable au 1er janvier 2025. Voilà. Et c'est vrai, comme tu le dis, Souila, en fait, il vaut mieux ne pas attendre la dernière limite pour passer, pour réaliser cet audit de renouvellement, tout simplement dans le cas où vous auriez des non-conformités. Oui. À lever, et 2, je pense que c'est aussi pour que les organismes certificateurs puissent venir vérifier concrètement si les non-conformités ont bien été levées, et en tout cas si les plans d'action qui avaient été indiqués dans le rapport d'audit ont bien été mis en place concrètement par les organismes audités. Oui, vous avez toujours les mêmes délais pour les traiter, ces non-conformités, mais voilà, le renouvellement pour éviter tout stress. Mais ça, c'est le principe même, c'est la loi de l'audit, ne pas attendre la dernière minute pour se faire auditer. Oui, pour que ça soit confortable. Voilà. Exactement. Et pas se retrouver le pied au mur. Voilà, fin de la petite parenthèse sur la venue de nos collègues, les auditeurs, les certificateurs. Ouais. Alors, prochain rendez-vous, donc vous le savez, donc les jeudis d'Insist, les dates et les sujets sont accessibles donc via notre site Insist. On prévoit à l'avance les thématiques qui vont être abordées tous les trimestres. On était plutôt sur le semestre avant, mais l'actualité elle est tellement fluctuante que on préfère vraiment coller à l'actualité de vos secteurs d'activité, en tout cas de la formation. Donc là, on avait planifié le prochain webinaire du trimestre sur la thématique, donc je crois que c'est le 7 mars, c'est ça, sur la thématique du titre pro formateur pour adultes. Cette thématique va très certainement changer. Parce que pareil, on veut être sûr de coller à l'actualité, et puis quelque part. Et elle est riche en ce moment, Valérie, quelque part, en lien avec ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Vous allez voir, on va vous en parler. Il y a notamment une foire aux questions qui est attendue de la Caisse des dépôts. Mais on se dit que ça sera peut-être plus pertinent début mars, en espérant que cette foire aux questions aura été publiée, qu'on refasse un focus encore une fois sur cette actualité brûlante de la sous-traitance, du CPF et de Calliope, et peut-être de décaler la thématique du titre pro, qui sera peut-être moins, en tout cas, le sujet brûlant du moment. Voilà. Alors, il y aura la FAQ qu'on attend, on va vous en dire 2 mots tout à l'heure, et puis les problématiques aussi liées à EDOF, parce que j'imagine que vous êtes quelques-uns à rencontrer quelques problèmes peut-être pour vous inscrire, ou en tout cas à ne plus à manquer peut-être d'informations. Donc chez Insist on s'adapte, on est agile, donc on va tâcher de nous adapter aux thématiques qui vous intéressent en temps voulu. Juste, est-ce que vous pouvez nous confirmer, je pense que c'est bon, mais que vous nous entendez bien et que vous voyez bien sur l'écran ce qu'on projette actuellement, notamment là le site Insist, pour être sûr que tout soit OK de votre côté. Et pour rappel, donc on n'envoie pas le support
qu'on projette pendant le webinaire. Par contre, il y aura bien évidemment un replay qui sera disponible sur le site d'Insist. Je pense que ça sera demain ou samedi ou lundi au plus tard. Mais je pense qu'en général, le lendemain, le webinaire est disponible en replay en replay sur dès le site. lendemain. Ouais. D'ailleurs, petite info, bonjour Asia, merci. Asia nous répond qu'on nous entend, tant mieux. Et qu'on nous voit bien. Ouais. Petit conseil, toujours, Calliope, toujours, c'est quand même notre dada avec Valérie. Les webinaires d'Insys peuvent être intéressants pour justifier de votre veille, pour dire que vous êtes, voilà, si vous nous suivez, par exemple, inscrivez-vous, regardez les replays, même s'ils datent un peu sur des champs qui vous intéressent, et gardez la trace de l'inscription, et puis tant qu'à faire, exploitez les informations qu'on vous donne. Indicateur 23, 24, 25. Et en plus des webinaires, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Oui, aussi, c'est vrai qu'il y a les réseaux. N'hésitez pas à vous inscrire à nos newsletters, puisque c'est aussi, moi c'est ce que je dis tout le temps aux personnes que j'accompagne, c'est aussi un moyen de capter de la veille ascendante et ne pas toujours être en veille descendante, c'est-à-dire aller fouiller, aller chercher de l'info. Inscrivez-vous à nos newsletters, comme ça vous pourrez aussi mettre dans votre boîte mail, par exemple dans votre petit dossier veille, toutes les informations que vous avez, et vous pouvez prouver lors de l'audit que effectivement vous faites bien de la veille à minima sur l'indicateur 23. Voilà, par exemple, on a là en ce moment on a un blog aussi avec tout plein d'articles intéressants. Merci Malika, qui est une ressource précieuse chez Insist. Ouais. C'est vrai qu'avec Valérie, on est toujours en webinaire avec vous, mais il y a plein de gens chez Insist aussi derrière qu'on voit pas forcément, mais qui vous accueillent. Je pense au service commercial, voilà, administratif et comme Hélène et toute l'équipe. On avance alors sur le donc, sujet du jour. Une heure de webinaire comme d'habitude, bien évidemment. On ne va pas déborder, en tout cas on va faire le maximum pour ne pas déborder, et si on peut, si on a fini notre présentation avant l'heure, on verra si on peut encore répondre à des questions complémentaires. Alors Carole, merci, support visible mais un peu petit, si possible agrandir. Malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse l'agrandir. Non, nous n'avons pas la main là-dessus, désolée. Vous ne l'avez pas en écran à l'heure totale, si j'entends bien. Ouais. Alors pourtant, je pense qu'on le projette de la même manière que d'habitude. Il me semble. Oui. Je peux essayer autre chose. Je vais faire une tentative. Vous nous dites si en faisant des manips différemment, vous voyez mieux ou pas. Mais je ne suis pas certaine. Puisque là, du coup, il n'y a plus rien. Alors, projeter. Je vais essayer de projeter autrement. Alors, on va prendre juste 2 secondes pour faire ça. Non, on ne voit pas celui-là. Je pense... Alors, par contre, là, on voit ton PowerPoint. Oui, mais c'est pas mais je pense que c'est encore plus petit. Donc, on va se remettre. Je vais revenir comme on était. Désolée, on va se remettre comme on était avant. Alors, encore une fois, on ne vous enverra pas le PowerPoint, mais vous pourrez toujours réécouter. Et merci, Carole, pour votre compréhension. Alors, on va attaquer. Donc, on vous avait dit, il y a 2 sujets principaux qu'on veut aborder lors de ce webinaire. Et donc, la première thématique, ça concerne cette nouvelle réglementation concernant la sous-traitance dans le cadre du CPF. Voilà. Alors, on avait commencé à l'aborder, Valérie, la nouvelle réglementation de sous-traitance et CPF. On a un peu dévoilé, notamment avec la sortie de la V9 le 8 janvier dernier, quelques éléments lors de notre dernier webinaire. Mais là, on va reprendre puisque les choses se précisent et sont précisées surtout par ce décret qui est paru le 28 décembre, le décret d'application qu'on attendait tant, qui était censé aussi, et qui le fait, nous expliquer comment mettre en application finalement les directives qu'on attendait depuis décembre 2022. Dans le cadre de la lutte contre la fraude au CPF, qui tentait par exemple à interdire le démarchage des titulaires du CPF. Le décret est en principe entré en vigueur le 1er janvier 2024. Et le voilà, 4 dispositions majeures. Alors, on peut aller le voir, le décret, si ça intéresse les puristes, les juristes, que nous ne sommes pas avec Valérie. Alors, on vous rappelle nous n'avons pas le décodeur, que nous sommes formatrices. Mais pour autant, le décret, il est là, vous pouvez le lire, il est lisible, cela dit, mais nous, comme d'habitude chez Insist, on a tenté de le décoder, de le traduire, c'est le mot, traduire. En langage courant. Voilà. Alors...
Hop. Voilà. Donc, 4 dispositions majeures, je disais. La première, c'est que, enfin, on parle, la procédure est claire, de vérification de l'éligibilité des organismes de formation en vue de leur référencement sur mon compte formation géré par la Caisse des dépôts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que EDOF, pour ceux qui y sont, bah, vous avez compris que c'est un vrai casse-tête d'y arriver. Pour ceux qui y étaient, bah, il y a des choses à ajouter, voilà, pas de blanche à montrer, je dirais, pour les organismes désireux de s'afficher sur EDOF. La procédure a changé, mais vous avez été largement alerté déjà depuis 1 an sur ce point. Si besoin, c'est ce qu'on disait, on reviendrait sur un webinaire, parce que franchement, c'est le sujet d'un webinaire à part entière. Ouais. Deuxième point, régulation de la sous-traitance des organismes de formation qui ont été référencés sur mon compte formation. Bon, bah, ceux qui sont sur mon compte formation, qui ont la chance d'y être, c'est compliqué d'y rentrer en ce moment. Régulation de la sous-traitance, bah, à travers ce décret, c'est l'objet de notre échange aujourd'hui. Troisième point, échange d'informations entre la Caisse des dépôts et les services régionaux de contrôle. OK. Renfort des contrôles, on s'y attendait, on y est. Donc là, c'est dit dans le décret. On va passer relativement vite là-dessus, mais c'est clair qu'il va y avoir maintenant échange d'informations entre les services, donc renfort des contrôles et surtout du croisement des données. En fait, il y a de plus en plus de contrôles à l'entrée de ce qui est prévu dans le décret. Et en plus, il y a aussi de plus en plus de contrôles, même une fois que vous êtes rentré dans le process, EDOF, etc. Absolument. Et puis, allongement pour les centres de bilan de compétences. Donc, notez quand même au passage, c'est pas anecdotique pour vous, mais bon, allongement de la période de conservation, donc l'archivage des documents provenant des bilans de compétences. Avant, c'était 1 an. Depuis ce décret, c'est 3 ans. C'est officiel au 1er janvier 2024. Voilà, donc en fait, le décret, il est venu vraiment préciser tout ce qui était attendu, notamment par rapport à la sous-traitance et par rapport au contrôle en amont et pendant la vie de votre organisme de formation via le CPF. Alors, si le décret entre en application au 1er, ça c'est une petite nuance, mais bon, on l'apporte, c'est du droit, au 1er janvier 2024, c'est de la réglementation. Au 1er avril 2024, les changements qui concernent la sous-traitance seront applicables. Ça veut dire que le législateur vous laisse 3 mois, 1er avril, c'est pas un poisson. Il fallait que je la fasse quand même. Mais le législateur vous laisse 3 mois pour vous mettre d'équerre, pour vous mettre en accord avec la nouvelle réglementation. Alors, qu'est-ce que ça change, Valérie? Pour le donneur d'ordre, qui est le donneur d'ordre? Donc, si vous êtes là, c'est l'organisme de formation qui ferait appel à une personne externe à sa structure. Quand on parle de sous-traitance, c'est bien ça. On est vraiment, on va chercher quelqu'un qui est externe à sa structure. Ce que dit ce décret, c'est que en tant que donneur d'ordre, vous avez obligation, au travers du contrat de sous-traitance. On parle bien aussi là encore d'un contrat de sous-traitance. On n'est plus sur du contrat de prestation de service ou, ordre de mission, bon de commande, etc. On est vraiment dans l'obligation de préciser au sous-traitant le détail de la prestation, c'est-à-dire pourquoi on le sollicite et qu'est-ce qui va être de sa responsabilité, en tout cas de ses missions, à la fois en termes d'objectifs et de contenu, de moyens mis en œuvre pour l'animation de la prestation, de temporalité, c'est-à-dire les dates pendant lesquelles la personne va être sollicitée, les modalités d'évaluation, de suivi, de tarifs, etc. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, déjà peut-être rappeler le cadre. Un donneur d'ordre, donc c'est celui effectivement qui fait appel à des formateurs sous-traitants pour mener à bien, comme tu le disais, les formations qu'il vend à ses clients en direct. C'est celui qui passe le contrat avec le client définitif, le bénéficiaire, le client. Derrière, il y aura des bénéficiaires que sont les apprenants. Ce donneur d'ordre, il ne peut, et ça on le répète, je crois tous les jours, je pense à Hélène, notre chère Hélène qui est au premier contact avec vous, on le répète tous les jours qu'un organisme de formation ne peut sous-traiter qu'à un autre organisme de formation. Jusque-là, c'est vrai que les DREETS étaient plutôt tolérantes par rapport à ça, un formateur qui n'avait pas, il était d'usage d'employer parfois des formateurs qui n'avaient pas, par exemple, été déclarés auprès de la directe, donc qui n'ont pas le statut d'organisme de formation aux yeux de l'État. Ça, on joue plus, voilà. C'était déjà limite, on ne cessait de le répéter, mais là, c'est clairement inscrit dans le marbre. On passe un contrat de sous-traitance avec un autre organisme de formation. Du coup,
c'est le troisième point, cet organisme de formation a forcément un numéro de déclaration d'activité. C'est-à-dire qu'il a fait la démarche pour aller chercher son numéro, son sésame qui dit, voilà, je me déclare, vous acceptez plutôt Je suis reconnue le fait, officiellement. vous me reconnaissez en tant qu'organisme de formation apte à œuvrer auprès de professionnels pour les aider à monter en compétences professionnelles. Ouais. Voilà. Donc, un sous-traitant, un donneur d'ordre ne peut sous-traiter qu'à un autre organisme de formation, c'est-à-dire quelqu'un qui a un NDA. Absolument. Alors, NDA, ça veut dire numéro de déclaration d'activité. Si c'est ça ta question, NDA égale numéro de déclaration d'activité. C'est celui qu'on va chercher auprès des services de la directe, exactement, de l'adresse, pardon, j'ai du mal, et qui dit, voilà, on montre pas de blanche, on donne on montre patte blanche et on dit qu'on est qu'on est compétent, qu'on a un service à rendre, enfin une formation à délivrer à un certain public qui en a besoin, donc qui va l'acheter, ça c'est important. Et on dit autre chose aussi avec cette déclaration d'activité, c'est que tous les ans on déclarera, la seule obligation qu'on ait finalement pour maintenir cette déclaration d'activité, on déclarera un bilan pédagogique et financier, on dira combien en gros on a vendu d'actions de formation, à qui et combien. Voilà. Alors, juste avant de changer de slide et de finir là-dessus, Asia, effectivement, juste pour répondre à ta question, parce que ça peut être intéressant pour tout le monde, Asia nous demande, est-ce qu'il faut un contrat de sous-traitance, si je comprends bien ta question, Asia, pour chaque formation, ou est-ce qu'il faut simplement faire un avenant pour chaque formation? Alors, moi, j'ai envie de dire, si par exemple vous sollicitez le même formateur, toujours sur la même thématique, sachant que vous aurez des sessions de formation récurrentes sur l'année, moi je pense qu'on peut faire un contrat à l'année. Un contrat cadre. Un contrat cadre avec à l'année. Des missions. Voilà, dans lequel sont précisées les thématiques sur lesquelles ces personnes vont être sollicitées. Peut-être l'amplitude horaire, c'est-à-dire que vous allez la solliciter, je vais dire n'importe quoi, pour un total de 150 heures dans l'année, à raison de X heures peut-être par session de formation. Je pense que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire un contrat de sous-traitance à chaque fois. Par contre, si vous faites appel à un formateur externe, même le même, mais de manière un peu ponctuelle, sans avoir une visibilité à l'avance sur combien de sessions, pour combien de sessions vous allez le monopoliser, là, je pense que peut-être il vaut mieux faire un contrat de sous-traitance ponctuel. Tout dépend. Je sais que chez Insist, on est assez fan du contrat cadre avec finalement, on fait un contrat de sous-traitance à chaque fois qu'il y a une nouvelle mission. Mais en tout état de cause, là, ce qu'il faut retenir, Asia, c'est qu'on n'est plus dans autre chose qu'un contrat de sous-traitance. Voilà. Alors, par contre, excusez-nous, on va juste, pour que tout soit clair, Asia, donc tu nous dis, est-ce que c'est suffisant le NDA? Car je travaille avec des formatrices qui ont leur NDA, mais ne sont pas OF. Mais si, en fait, le fait d'avoir un numéro de déclaration d'activité, c'est les reconnaître officiellement comme des organismes de formation. Si je comprends bien ce que tu Alors, demandes. petite précision, un organisme de formation, c'est pas forcément un gros centre de formation. Un organisme, c'est une organisation. On peut être tout seul dans un organisme de formation. C'est une entité juridique, en fait. C'est ça. Une entreprise individuelle, un auto-entrepreneur est un organisme de formation à partir du moment où il a son numéro de déclaration d'activité. Voilà. Voilà. Moi, je pourrais par exemple décider, pour une raison X ou Y, d'avoir une activité annexe à Insist et de vendre des prestations de formation en mon nom à moi. Dans ce cas-là, je vais créer mon entité juridique à part. Et si je veux pouvoir délivrer de la formation dans le cadre de la formation professionnelle, j'ai absolument besoin d'avoir ce numéro de déclaration d'activité. D'accord? Et Mustapha, comment avoir son numéro de déclaration d'activité? C'est une démarche à faire auprès de la DRETS, donc l'inspection du travail de votre département. Donc, soit vous y allez tout seul, soit vous venez nous voir on vous vous expliquera comment le faire et on vous proposera potentiellement une prestation, mais on en reparlera à la fin de ce webinaire. Pour vous répondre quand même un petit peu, Mustapha, et dévoiler tous ces secrets, il suffit d'aller sur le site de l'adresse et de voir un petit peu les documents qu'ils vous demandent. Et face à la multitude, alors je ne sais pas s'il y en a qui sont dans cette situation, mais un peu comme Edoff, le ton se durcit, il est de plus en plus quand même difficile d'obtenir, pas impossible, ça reste quand même possible à partir du moment où vous avez un sujet que vous maîtrisez, vous avez les compétences, vous rassurez le législateur en disant je suis la bonne personne pour former à tel sujet, tel
professionnelle. On est bien sûr la formation professionnelle, il ne s'agit pas de formation loisir, à partir de là. Et puis, je vais le faire à cette date-là et que l'action va vraiment se réaliser, que vous avez les moyens, vous rassurez, voilà, le législateur sur tout ça, vous obtenez un numéro de déclaration d'activité. Et là, voilà, c'est le fameux sésame pour travailler en formation, tout simplement, dans le domaine de la formation, que ce soit en sous-traitance ou en direct, en tant que donneur d'ordre. On va peut-être avancer sur le sujet. Christophe, il y a des questions très techniques. Oui, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc oui, il est possible d'être représenté. C'est ça. D'être représenté sur le territoire national, donc en France, auprès d'une DREETS régionale et d'avoir pour ça une entreprise qui fait fonction de représentant. Mais on en reparle parce que c'est quand même très particulier et on a l'habitude. On sort un petit peu du sujet, voilà. Mais voilà, c'est possible, mais faut faire une démarche un petit peu différente de quand on est structure en France. Alors pour garder un peu le fil, parce que c'est un petit peu quand même complexe aujourd'hui, je reprends. Donc pour le donneur d'ordre, la nouvelle réglementation, ça dit quoi? Obligation de préciser sur les contrats de sous-traitance, tous les détails de la prestation. En fait, il va falloir, on va le voir un peu après avec Calliope, mais il va falloir dire qui fait quoi. C'est ça. Qui fait quoi, comme ça, le qui sera contrôlé en fonction du contrat de sous-traitance par l'auditeur qui viendra. Je le dis, voilà, je dévoile encore un petit peu. Plafonnement à 80% de missions sous-traitées en CA réalisées. CPF, on insiste bien, voilà, puisqu'on parle de 2 sujets aujourd'hui, on est bien sur CPF. Alors, concernant le CPF, le texte dit qu'un donneur d'ordre ne peut sous-traiter plus de 80% de ses formations à un sous-traitant. Ça veut dire qu'il doit internaliser 20% de ses actions. On parle ici en nombre d'heures. D'accord ? Les choses restent à préciser, puisque le décret est paru le 3 janvier sur ce point-là, sur l'histoire du plafonnement de 80%. Mais voilà, donc c'est pas pavé dans la mare, mais en tout cas, il va falloir comprendre qu'en tant que donneur d'ordre, je ne peux plus, parce qu'avant il n'y avait pas de limite, tout sous-traiter 100% de mes actions de formation éligibles au CPF. Ouais. On est bien sur le cadre du CPF. Ouais. Donc après, on peut imaginer 80% de l'action confiée à un sous-traitant, peut-être pallié par 20% en e-learning, ou alors par un autre formateur interne, internalisé, faire des CDD, faire des contrats sur des formateurs internes. En tout cas, et si j'ai bien compris, Valérie, c'est 80% sur l'année, sur le chiffre d'affaires annuel. C'est ça. Et en fait, donc, ça sera sur le chiffre d'affaires qui sera réalisé entre le 1er avril 2024 et le 31 avril 2024, 31 décembre pardon, 2024, puisqu'on est sur de l'année civile. D'accord ? Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est, alors, soit vous regardez action par action, si voilà, vous sous-traitez 20%, 80% et pas plus, soit en fait, c'est une espèce de moyennisation sur l'année, mais ça veut dire qu'il va falloir suivre quand même de manière assez régulière au travers de tableaux, peu importe, où vous en êtes justement par rapport à ce plafonnement pour pas le dépasser. D'accord ? Mais voilà, on va être sur du 1er avril au 31 décembre, c'est bien sur une année civile. Mais là, c'est ce que Souila disait, en fait, il y a une foire aux questions qui va être bientôt, on espère, éditée par la Caisse des dépôts. Parce qu'il y a aussi encore des points du décret qui ne sont pas clairs pour tout le monde. Et je pense que notamment les organismes certificateurs et des acteurs aussi de la formation se sont retournés, entre guillemets, auprès de la Caisse des dépôts et peut-être d'autres, justement, décideurs pour avoir des réponses à des questions qui restent un petit peu floues actuellement. D'accord ? Absolument. Assia, on va répondre au fur et à mesure de tes questions, mais c'est vrai que, en fait, on se rend compte depuis que le décret est sorti et depuis que la V9 est sortie qu'il y a, en fait, ça amène beaucoup de confusion entre Calliope, pas Calliope, sous-traitant, pas sous-traitant, CPF, pas CPF. Mais on va y venir, Assia. Je pense qu'on va répondre à ta question. Ouais, et vous allez voir que finalement, ça impacte tous les sous-traitants et tous les donneurs d'ordre. Là où Calliope, et on y arrive justement, merci pour la transition, Assia, là où Calliope était finalement un texte, enfin, une réglementation qui concernait exclusivement les donneurs d'ordre et on s'était habitué, et bien là, ça vient créer un petit peu de confusion parce que maintenant, ça touche aussi les sous-traitants. Alors, respect des obligations liées au statut du sous-traitant, justement, notamment le NDA, je n'y reviens pas, c'est OK. Par contre, l'éventuelle détention de Calliope, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui change au 1er avril, non, c'est pas une bague pour le sous-traitant. Premièrement, pas de sous-traitance en cascade. En tant que sous-traitant, vous ne pouvez pas sous-traiter ce qu'on vous a sous-traité, en clair. Pas ma chambre. Non, voilà, on n'a pas le droit. Interdiction d'être sous-traitant en cas de déréférencement sur EDOF.
Bon, bah, c'est tout. C'est dit. Si on pensait pouvoir travailler en tant que sous-traitant parce qu'on a été déréférencé sur EDOF, eh bien non. On Si attend on a de été récupérer déréférencé, éventuellement son référencement. voilà. Là, c'est pareil, on attend la FAQ parce que quid du déréférencement simplement parce qu'on a oublié de faire son BPF. Cela dit, on revient avec un nouveau numéro de déclaration d'activité Ouais. quand on a oublié de faire son BPF. Absolument, ouais. Donc, on est un organisme à de zéro. formation Ouais, tout neuf. ouais. Alors, être certifié, Asia, Calliope, oui, il va y avoir obligation pour les sous-traitants, attention, qui sont sous-traitants sur une action de formation éligible au CPF, hein, pas C'est tous les important, ça, sous-traitants. ouais. Vous allez voir que dans Calliope, ils ont gardé la mention, la qualité et l'affaire du donneur d'ordre, même si ça a été nuancé. Ouais, ouais. Néanmoins, être certifié Calliope ou un label reconnu par France Compétences devient obligatoire si on sous-traite du CPF, sauf pour ceux qui sont en statut de micro-entreprise. Donc ceux-là savent de quoi je parle. Il s'agit en fait des auto-entrepreneurs qui auraient donc par les textes, hein, si on est en micro-entreprise, on a forcément un chiffre d'affaires inférieur à 77 700 euros. Oh là là, on a mis beaucoup de sous là, on a mis un zéro de trop. Pardon pour cette coquille. On vous souhaite autant de chiffre d'affaires. 777 000, c'est mieux. Bref. Et du coup, vous n'aurez aucun problème à payer le Calliope. Pardon pour ça, c'est drôle. Pour autant, ceux qui sont en micro-entreprise, donc les auto-entrepreneurs avec un chiffre d'affaires inférieur à 77 000 euros, en gros, vous n'êtes pas concernés. Voilà, le législateur a estimé que vous n'aviez pas à obtenir le label qualité qui a un coût et puis qui a une certaine lourdeur administrative. Attention, la micro-entreprise, c'est pas forcément EI, entreprise individuelle. J'entends par là une SASU, vous êtes tout seul, travailleur indépendant, mais vous avez choisi le statut juridique de SASU. Oups, pas de bol. Même si vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 77 000 et pas 777 000, c'est vraiment le statut juridique, vous devez avoir votre label Calliope. En fait, quand on parle de micro-entreprise, ça ne concerne que les auto-entreprises, en fait. Voilà, c'est juste un régime fiscal, la micro-entreprise, encore une fois, que vous connaissez si vous êtes concerné. Ouais. Donc, dernière chose aussi, ce que ça change pour le sous-traitant, c'est qu'il va devoir être habilité à former. Alors là c'est pas la moindre. Asseyez-vous, vous êtes bien assis, pardon. Être habilité à former pour un parcours certifiant, avoir un agrément, une convention de partenariat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous formez sur du RNCP, allez, dans la couture par exemple, et que vous faites toute la formation, un petit clin d'œil pour nos auditrices, vous faites toute la formation en tant que sous-traitant, il vous faut vous aussi le titre. Avoir obtenu l'agrément. Ouais. L'agrément, c'est-à-dire que le certificateur vous autorise à délivrer la formation. Ça, c'est vraiment une grande nouveauté. On attend aussi, là encore, plus de précision. Ouais, parce que c'est un gros pavé quand même. Cette obligation-là, elle est quand même hyper impactante. Hein. Elle est impactante pour les sous-traitants, sauf si, encore une fois, vous êtes en auto-entreprise et que vous avez un chiffre d'affaires toujours inférieur à 77 000 euros. Là, effectivement, vous êtes encore une fois exempté d'aller chercher auprès du certificateur. Vous savez, c'est le propriétaire du titre, le propriétaire du diplôme. On ne lui demande pas, finalement, de convention de partenariat. Sinon, il faudra. Et puis également, vous êtes exempté, alors pas si mettons que vous ne soyez pas en auto-entreprise, mais que vous n'interveniez que sur une partie du titre, et surtout pas sur un bloc de compétences complet. Là, je parle aux initiés peut-être, je parle de refaire la partie, RMCP, il y a des blocs de compétences, etc. Vous faites une partie du CAP couture, mais pas le bloc en entier. Là encore, vous êtes exempté d'aller chercher le titre. Sinon, si vous faites une formation en, TOEIC, en anglais, vous devez vous aussi être autorisé par le certificateur à délivrer cette formation dorénavant. Et quand je dis dorénavant, c'est à partir du 1er avril 2024. On attend aussi de la fac aussi. Alors, Asia, je ne sais pas si c'est plus clair pour toi. En fait, ça veut dire que si toi, par exemple, quand tu auras obtenu ton titre, tu fais appel à des... Alors, attends, comment je peux le dire? Non, je trouve pas l'exemple. Si tu interviens effectivement, merci Souila, en tant que sous-traitante sur un titre RNCP,
tu dois obligatoirement avoir l'autorisation, le partenariat du propriétaire de la certification. Je sais pas si c'est plus clair. Autrement dit, c'est pas ton cas, Asia. Asia, Non. toi, tu es propriétaire. En fait, tu as ton titre pour mener à bien ton action de formation. OK. Par contre, si tu embauches des sous-traitants sur tout, soit toute la formation, soit un bloc de compétences complet, tu dois leur demander d'avoir le même agrément que toi. C'est ça. Ou en tout cas d'être autorisé pour délivrer la formation, si ce n'est pour faire passer l'examen. Donc c'est pas rien, Asia. J'espère que c'est plus clair. Tu as l'agrément, absolument, Asia. Mais alors attention, le sous-traitant que tu vas embaucher pour mener à bien l'action de formation, il ne pourra agir que sur une petite partie, ou alors il est en auto-entreprise et là il pourra faire toute la formation. J'espère que c'est plus clair. On avait c'est plus parlant. Ouais, c'est plus parlant. Mais enfin voilà, c'est vrai que cette partie-là, elle est quand même pas. Elle demande éclaircissement, notamment de la part de la Caisse des dépôts, parce que c'est vrai que quand on commence à parler notamment d'agrément, d'habilitation, ça peut aussi prêter à confusion. Oui. Donc, il y a besoin d'éclaircissement sur ce point-là. Et là, on n'est pas dans Calliope, hein. Non. On est vraiment dans juste l'application du décret. On y arrive dans Calliope, justement. Et d'ailleurs, on va un petit peu accélérer. Donc, pour conclure, les sous-traitants, désormais, sont soumis aux mêmes obligations que les donneurs d'ordre. En gros, c'est tout ce qu'il faut retenir. Sous-traitant, donneur d'ordre, même combat. Sauf les auto-entrepreneurs. Prestataires référencés, à savoir, en plus du respect des exigences légales et réglementaires, NDA, la loi, d'être OK sur son BPF, etc. La détention de la certification Calliope pour les sous-traitants qui ne seraient pas en auto-entreprise. En fait, c'est ce dont on parlait déjà depuis des mois et des mois, en fait, voire plus. On entendait beaucoup de rumeurs, là, c'est dit. OK. Les sanctions, donc le risque dans tout ça, en cas de non-respect, le texte le dit aussi, c'est pour ça qu'on vous le rappelle, même si on a plein des risques finalement, d'une ou plusieurs de ces obligations, mise en demeure dans un premier temps par la Caisse des dépôts, et ensuite, donc, ils vous laissent toujours, ils ouvrent une procédure pendant laquelle vous pouvez répondre en disant « mais non, machin, j'ai pas fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Nous, ce qu'on vous recommande quand même, c'est de vous désinscrire tout de suite. C'est ça. Et bien vous mettre dans les clous et de revenir après. Puisque le risque final, c'est le déréférencement de l'organisme de formation. Alors, lequel ? Le donneur d'ordre, le sous-traitant, les deux. J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Les deux, voilà. Ceux qui ne respecteraient pas la règle, là, enfin, ce serait le donneur d'ordre d'ailleurs, la législation. Ben, on va avancer peut-être. Sachant qu'une fois qu'on est déréférencé, juste petite parenthèse, vous le savez, en tout cas ceux qui sont déjà rentrés dans cette démarche-là, se faire référencer sur EDOF, c'est ce qu'on se disait tout au début, c'est pas simple en fait. C'est la croix et la bannière. Voilà, ils demandent de plus en plus d'informations, notamment, je pense que j'ai entendu parler d'un bilan prévisionnel à 3 ans. Enfin voilà, ça devient vraiment hyper touchy. Donc on fait tout pour pas se faire déréférencer de la plateforme EDOF. Et puis comme tu disais, celui-là, quitte à se retirer volontairement pendant un petit moment, de vraiment sécuriser en tout cas tout ce qu'on met en place pour pouvoir après redéposer ces prestations, j'ai envie de dire, sur la plateforme. Bon, là encore, Mustapha, on a des prestations d'accompagnement. Exactement. Alors, la V9, la version 9 de Calliope et la sous-traitance. Là, on va vraiment rentrer dans autre chose que le décret. Hein. On est vraiment dans ce qui change dans le Calliope. Et c'est vrai que, excuse-moi celui-là, c'est vrai que ça peut être un peu confusant dans la tête des gens qui travaillent dans le secteur de la certification actuellement, avec cet amalgame potentiel entre le décret qui est sorti et qui concerne essentiellement, enfin en tout cas pour le moment, que la sous-traitance dans le cadre du CPF, donc décret qui est sorti en fin d'année dernière, et la V9 de Calliope qui est sortie, on va dire 15 jours après, et qui parle aussi de la sous-traitance, mais pas que pour le CPF en fait. Voilà. C'est toute la complexité en fait de ces deux sujets-là, et c'est pour ça que ça nous paraissait important de faire un webinaire sur ces deux thématiques. Mais d'ailleurs, en préambule de là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a eu un besoin de clarifier justement les indicateurs. Depuis l'entrée en vigueur du décret d'application, les choses sont pas très claires, sont pas limpides. Du coup, Calliope, il y a une V8 qui est sortie le 23 novembre, entrée en application le 23 janvier, à peine sortie pour une V9 qui arrive juste derrière le décret. C'était manière de dire attention, Calliope aussi l'auditeur Calliope va devoir vérifier des choses, même si c'est toujours pas un contrôle réglementaire, Calliope, mais il va vérifier des choses du point de vue de la sous-traitance et surtout, il va demander au sous-traitant, et là, peu importe, CPF ou pas, c'est ça,
un certain nombre de précisions et de preuves. Voilà. En fait, il faut réfléchir différemment entre CPF et sous-traitance et Ouais. Calliope et sous-traitance. Hein, donc, tu veux que je prenne le relais Oui, celui-là peut-être. donc là, tu as parlé du premier point, effectivement, sur le besoin de clarifier. Donc, modification importante par rapport à la V8. La V8, pour la faire courte, en fait, ils sont venus apporter des précisions ou des changements sur les niveaux attendus, des éléments de preuve, un peu le degré, entre guillemets, d'audit, j'allais dire, entre une structure petite qui fait que de la formation classique et puis les grosses structures qui font du CPF, du certifiant, etc. Voilà, donc là, cette version 9, elle est venue apporter vraiment des précisions sur comment est impacté, comment est concerné un sous-traitant et un donneur d'ordre dans une démarche Calliope. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les sous-traitants doivent être Calliope, ça veut juste dire que si vous êtes sous-traitant et que vous voulez rentrer dans la démarche Calliope, il y a un cadre qui est posé maintenant, indicateur par indicateur. Et c'est là où il y avait un flou jusque maintenant sur je suis sous-traitant, je fais un petit peu de sous-traitance et que du B2B, est-ce que je peux être audité sur la partie sous-traitance? Là, maintenant, c'est clairement dit. On devient auditable. Voilà, on devient auditable. Peut-être pas de la même manière sur tous les indicateurs, mais en tout cas, oui, cette partie de votre activité, elle est auditable. Voilà, et donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette version 9 ne concerne pas que la sous-traitance dans le cadre du CPF. Elle concerne toute la sous-traitance, formation éligible au CPF ou pas. Elle concerne les donneurs d'ordre, encore une fois, et les sous-traitants. Ouais. Que vous soyez formateur indépendant qui travaillez en votre nom propre, ou alors on vous appelle et vous répondez, ça vous concerne. Voilà. Et c'est vrai que le point d'attention qu'on a voulu apporter, c'est bien de dire, et d'ailleurs l'indicateur 27 le rappelle dans ce sens-là, ça ne signifie pas qu'un sous-traitant doit obligatoirement être certifié, labellisé Calliope. Ce n'est le cas que dans le cadre d'activité CPF. D'accord. Maintenant, ce qu'on entend dire aussi, c'est que on n'est pas à l'abri que d'ici quelques semaines, quelques mois, un OPCO, dans les exigences qu'il mettrait vis-à-vis de ces des organismes de formation avec lesquels il travaille, potentiellement un OPCO pourrait aussi demander maintenant qu'un sous-traitant soit certifié Calliope. Alors là, ça reste que de la supposition pour le moment, mais on peut potentiellement envisager l'élargissement à ces autres modalités de financement. Donc, opaque, peut-être un point, parce que là, on parle d'OPAC, certifié Calliope. En fait, c'est le prestataire de formation, et le terme exact, c'est organisme prestataire d'action concourant au développement des compétences. Nous, on dit OF, organisme de formation. On aime bien traduire tout ça. Voilà. Alors, précision sur le contrat? Ouais, en fait, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que, en fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, mais en fait, la logique est la même, c'est-à-dire que il y a vraiment un focus important sur le contrat de sous-traitance, donc qui doit être conclu. On a insisté tout à l'heure, mais c'est vraiment le cas qui doit être conclu, donc entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. Et dans ce contrat de sous-traitance, on doit retrouver des mentions obligatoire, un peu comme dans le programme finalement. Oui, c'est ça en fait. Sur les missions confiées aux sous-traitants, le contenu et la sanction de la formation, comme on le disait tout à l'heure, les moyens mobilisés, les conditions de réalisation et de suivi de l'action, sa durée, sa durabilité, la période de réalisation, le montant de la prestation. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir après, parce que tout ça va avoir une incidence sur est-ce que je suis auditable sur tel point ou tel point, et tout ça sera lié en tout cas en grande partie, à ce qui sera défini dans le contrat de sous-traitance qui vous liera au donneur d'ordre, ou que, en tant que donneur d'ordre, vous demanderez au sous-traitant de prendre à sa charge. En clair, ce qu'on vous disait au tout début, c'est que le contrat de sous-traitance, maintenant, il sera sur la table dans l'indicateur 27, et même dès le début, en fait, pour savoir ce sur quoi on va vous auditer. Il sera sur la table au même titre que votre programme, finalement. C'est à peu près aussi essentiel dans un audit Calliope, à partir du 8 mars. Enfin, au plus tard, le 8 mars. Au plus tard, le 8 mars 2023. Oui, parce qu'il y a un petit jeu là. Quand le référentiel sort, quand il y a une mise à jour d'un référentiel, vous avez 2 mois
maximum pour le mettre en application. Je dis bien maximum. Ouais. Ça veut dire qu'au 8 mars, c'est sûr que l'auditeur qui constate une non-conformité sur le contenu du contrat de sous-traitance, c'est qu'à partir du 9 mars, fin du 8 mars, qu'il peut vous mettre une non-conformité. Avant, il vous dit, oh, bah, attention. L'horloge tourne, préparez-vous. Mais voilà. Donc vraiment, soyez au clair là-dessus sur les contrats de sous-traitance à revisiter s'ils n'étaient pas clairs. Après, je connais peu de contrats de sous-traitance où il n'y avait pas ces mentions. Honnêtement, nous, quand on accompagne, on a pour les habitués, SIA ou quoi, on donne une boîte à outils avec des éléments à l'intérieur. Vérifiez peut-être le contenu et la sanction de la formation. Dans le cas, vous savez, où il y a un passage d'examen, ça, il va falloir dire le qui fait quoi. Est-ce que c'est le formateur qui inscrit? Est-ce que c'est le centre de formation donneur d'ordre? Bref, enfin qui inscrit ou qui invite à s'inscrire. En tout cas, qui gère cette partie-là. Qui gère cette partie-là. C'est important, là, le qui fait quoi, il devient essentiel. Ouais. Justement, on va rentrer après dans le détail, mais sans trop non plus, parce que l'objet aujourd'hui, c'était pas de revisiter totalement la version 9 du référentiel, mais vous allez voir que c'est finalement un peu du bon sens, les indicateurs qui vont être applicables ou pas pour les sous-traitants, tous les sous-traitants, CPF ou pas, on le redit. En fait, pour faire simple, en tout cas, retenez qu'il n'y a que 3 indicateurs qui, de fait, ne concernent pas le sous-traitant. Il n'y en a que 3. Voilà, les 3 premiers indicateurs du référentiel. Le 1, donc la manière dont vous informez le public. Le 2, les indicateurs de résultats, entre guillemets, des prestations que vous réalisez en tant que sous-traitance. Et puis l'indicateur 3 qui est spécifique aux formations certifiantes, donc le fait de communiquer sur les taux les taux d'obtention, les passerelles, les passerelles, les suites de parcours, les taux de réussite, etc. Il n'y a que ces 3-là qui ne sont de toute façon, qui ne concerneront pas la sous-traitance. Après, alors pourquoi c'est un peu du bon sens en même temps. Le premier critère finalement, 1, 2 et 3, c'est le premier critère de Calliope, il y en a 7 pour rappel. Le premier critère, c'est celui où j'affiche, j'informe, je diffuse des informations chiffrées sur ma performance et puis j'informe le client de ce que je vais lui vendre, quel diplôme, avec quel programme, quel contenu, etc. Bref, tout ça, vous savez, tous les items qu'on ne doit pas rater dans notre programme, c'est normal, c'est l'affaire du donneur d'ordre, c'est sur son site, c'est lui qui va contractualiser, c'est sa convention qui va compter. Donc forcément, le sous-traitant, il n'a que peu à faire avec tout ça. Par contre, c'est là où ça se complique. Accrochez-vous. Dès que finalement tout le reste, vous voyez, on voit applicable, dès qu'on rentre dans les autres indicateurs, donc une vingtaine, quand on n'est pas sur du CFA par exemple, tout vous concerne. En fonction de votre contrat de mission, vous l'aurez bien compris, le contrat de sous-traitance est essentiel. Applicable 7, 9, on peut les rappeler, peut-être nous on les connaît par cœur avec Valérie, mais le 7, le 7, j'ai un gros trou. Alors là, c'est la cohérence, pardon. Oui, c'est ça. La cohérence entre votre programme, entre le programme de formation et le référentiel de compétences, elle doit être limpide. Voilà, vous ne devez rien rater du contenu du référentiel de certification. Donc là, ça peut être l'affaire dans le contrat de mission, ça peut être l'affaire effectivement du sous-traitant, de faire attention à ce que le programme qui va délivrer soit bien en lien avec le référentiel vendu. Deuxièmement, le 9. Le 9, c'est est-ce que j'ai bien informé les gens de où ça va se passer, comment ça va se passer, à quelle heure qui va les recevoir, comment je me connecte à la plateforme e-learning, comment je me connecte en visio, enfin bon, peu importe. Les conditions de réalisation de l'action, c'est le 9. Peut-être que c'est le formateur qui va devoir donner, ça va dépendre du contrat de mission, des informations, ou alors le donneur d'ordre. Mettez-vous d'accord. En tout cas, soyez au clair là-dessus. Le 13. Alors, le 13, ça concerne que les CFA. Les CFA. Et le 13, ça concerne la relation avec les entreprises. Donc là encore, le livret, est-ce que c'est le formateur qui doit s'en occuper ou est-ce que c'est le donneur d'ordre? Le 16, on va dire, c'est un bon exercice pour moi, sans filet. Le 16, ça va concerner les procédures d'inscription aux examens. Voilà. Donc là encore, qui fait quoi? La connaissance, est-ce que c'est des modalités du certificateur. C'est ça. Est-ce que c'est de la responsabilité du formateur sous-traitant ou celle de l'organisme de formation donneur d'ordre? Le 28, et là, le 28, c'est sur la formation en alternance, encore une fois. Est-ce que j'ai un réseau d'entreprise? Comment est-ce que je l'anime, etc. Tout ça, le 28, est-ce que c'est l'affaire du donneur d'ordre? Moi, j'aurais dit plutôt oui, mais bon, c'est tout. C'est à vous de décider. C'est à vous de décider, voilà, avec le formateur. Chez vous, donc, applicable, l'auditeur regardera votre contrat de sous-traitance pour voir s'il doit garder des preuves, s'il doit vous demander, exiger des preuves que tout ça, c'est bien mis en œuvre.
Indicateur applicable, je te laisse 5, 26 Alors, et 30. voilà, il en reste pas. Il y en a 5, voilà, qui ne sont applicables. 3. 3, pardon. Oui, j'ai dit quoi? J'ai dit 2? 5. Pardon, 5. 5, 26 et 30, je voulais Oui. dire en fait. Ouais. Donc, indicateur applicable lorsque la prestation échantillonnée est une prestation pour laquelle l'organisme intervient en sous-traitance. Donc, 5, c'est démontrer que les objectifs de la formation sont bien des objectifs opérationnels et que vous avez bien prévu d'évaluer l'atteinte par vos stagiaires de des compétences qui sont visées dans le programme de formation. 26, vous savez, c'est l'indicateur spécifique à la sous-traitance. Ça veut dire que vous devez avoir soit votre propre réseau de partenaires vers lesquels vous savez que vous pouvez que vous pouvez questionner dans le cas où vous allez accueillir des personnes en situation de handicap, ou le donneur d'ordre vous a communiqué justement ses partenaires. Ça peut être l'un ou l'autre. Et 30, il y a une petite subtilité sur le 30. Donc 30, vous savez, c'est le recueil des appréciations, donc auprès des stagiaires. Mais ce qui est venu, qui a été rajouté sur cette partie-là dans le cadre de la sous-traitance, en tant que sous-traitant, vous devez maintenant aussi recueillir l'appréciation, questionner le donneur d'ordre sur la satisfaction que vous lui avez donnée par rapport à la prestation que vous avez réalisée en son nom. Oui, ça c'est une petite subtilité qu'on n'avait pas vue tout de suite peut-être à une relecture. Dans l'indicateur 30, alors vous savez les fameuses parties prenantes, on en citait 4 dans nos accompagnements, des formateurs dans la salle qui doit donner son avis. Il y a le stagiaire à chaud, ce serait bien qu'il nous dise aussi s'il a aimé, s'il y a des choses à améliorer. Il faudrait pas oublier non plus l'entreprise, ça c'est le commanditaire, donc à tiède ou froid. On le sonde aussi pour savoir si les équipes en ont tiré quelque chose, pourquoi pas, ou ont des choses à dire, des remarques à remonter. Et puis il y avait aussi le fameux financeur, voilà, tout le monde a envoyé un questionnaire une fois dans sa vie à un OPCO, avec plus ou moins de résultats. Bon, dans la V9, on a rajouté le donneur d'ordre. En fait, c'est un deuxième commanditaire quelque part. C'est une partie prenante, voilà, absolument. C'est une autre forme de commanditaire dans le cadre de la sous-traitance. Petite astuce, on a pris le questionnaire de satisfaction commanditaire qu'on a tourné dans notre boîte à outils. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. On a tourné en donneur d'ordre et voilà, c'est les mêmes questions finalement. On lui demande la même chose. Il a un peu de recul par rapport à l'animation, mais en même temps, on lui pose des questions aussi sur la qualité et ça peut répondre pour les formateurs indépendants sur la qualité de notre prestation, voilà, de notre animation. Du coup, le donneur d'ordre, c'est pas mal aussi pour évaluer. L'indicateur 21 pour évaluer la prestation du prestataire. Voilà, ça c'est applicable lorsque c'est une prestation, donc c'est obligatoire. Vous serez audité là-dessus, c'est ce que ça veut dire. Les 2 derniers sont très bien. Et ensuite, tous les autres, en fait, donneurs d'ordre, sous-traitants, même niveau et même combat. Alors, je sais pas si on réexplique tous les indicateurs, mais après, encore une fois, c'est du bon sens. 4, je sais quel est le besoin de mon stagiaire, sinon ma prestation, elle peut être complètement décorrélée et ne pas répondre aux attentes. 6, oui, j'ai bien prévu qu'est-ce que je vais leur raconter et comment je vais leur raconter, notamment mon guide d'animation, etc. 8, oui, je vérifie bien le niveau de mes stagiaires en début de formation et les prérequis, puisque vous avez vu dans la V8, il y a 2 niveaux de lecture, voilà, positionnement et prérequis. J'ai bien vérifié que pour rentrer en formation, mon stagiaire a bien les prérequis. 10, si j'ai besoin d'adapter ma formation, notamment par rapport à un public en situation de handicap, je le fais et je démontre comment je l'ai fait. Et limite, ici, dans le 10, qui mieux que moi? En tant que sous-traitant, je suis dans la salle, c'est moi qui ai la charge d'adapter mon intervention et de suivre aussi, et d'accompagner le stagiaire pendant toute la formation. Donc là, le 10, il a vraiment toute sa place pour le sous-traitant, je trouve. Ouais, et notamment, je fais le lien aussi avec le 8. Le 8, par exemple, je fais un petit tour de table en début de formation. Je me rends compte que le niveau des stagiaires, ou en tout cas leurs besoins, il y a peut-être un petit décalage par rapport à la manière dont j'avais prévu. Je m'adapte. Et puis, il y a peut-être une thématique que je vais voir plus longuement parce que je me rends compte qu'il y a un besoin par rapport à ça. Et une autre sur laquelle je vais peut-être moins passer de temps parce que je me rends compte que les gens, ils maîtrisent plutôt bien le sujet. 11, oui, vous allez évaluer en fin de formation que les stagiaires ont bien acquis les compétences qu'ils sont venus chercher avec vous. 12, alors, avec la subtilité que ça ne concernera plus que les formations de 3 jours et plus à partir du 23 janvier.
Ça on y est est, bien c'est sur la fait. V8. C'est fait. Voilà, c'est ça. Ceci dit, nous, on préconise pardon, dans cet indicateur, et ça, on est plutôt sur du légal, de bien faire signer les émargements et de remettre une attestation ou un certificat de réalisation. Ben, C'est oui. la gestion des abandons qui Voilà. nous permet de Voilà, préciser gestion le des tout, amendements. Valérie. Ouais. Ben, c'est vous qui êtes, j'allais dire, en face des stagiaires, donc à vous de les faire émarger. À vous, si on est sur des formations de plus de 3 jours, enfin de 3 jours et plus, si vous sentez qu'il y en a un qui décroche, ben, mettre en place peut-être quelque chose pour le rattraper, en tout cas le réimpliquer. Et puis après, tout ce qui est 17 et la suite, ben en fait, ça, c'est plutôt les indicateurs qui concernent la manière dont vous fonctionnez, vous, en tant qu'organisme de formation. Ouais. Donc, ben, c'est normal que vous soyez audité de la même manière, que vous soyez donneur d'ordre ou sous-traitant. Mais là, en l'occurrence, en tant que sous-traitant, ben oui, on va bien regarder comment vous fonctionnez, on va bien regarder si vous avez des supports de cours qui sont actualisés, comment vous les remettez à vos stagiaires. Si vous êtes en veille. Si vous êtes en veille, si vous êtes dans un procès d'amélioration continue, si vous tracez éventuellement les dysfonctionnements, etc. Si vous les remontez, surtout au Et donneur si d'ordre. vous les remontez. Voilà. C'est du bon sens, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a que 3 indicateurs où vous passez à côté. C'est ceux de l'affichage, finalement. Et peut-être d'autres aussi, Peut-être. en fonction de ce qui est écrit dans votre contrat. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, Valérie. Non. Alors, soit on vous a perdu, oui, soit on est très clair. Soit on est super clair. On va dire qu'on est super clair. Cette option-là. Voilà. Jeudi soir à 18h, sans doute. Ouais. Mais voilà, en venant un petit peu plus sérieux, voilà, c'est vrai que cette problématique, c'est sous-traitance CPF, un sujet, sous-traitance Calliope, un autre sujet. Un autre sujet, mais le même, la sous-traitance. Et ce qu'on retient, c'est que 2024, c'est l'année de la sous-traitance, c'est-à-dire que les contrôles vont se multiplier surtout et que plus personne n'échappe au radar. Ouais. Voilà. Avant, on disait mais moi je vais être audité. C'est ce qu'on préconisait d'ailleurs. Enfin, c'est ce qu'on disait. On avertissait nos clients. Vous allez être audité sur les contrats dont vous êtes responsable. Directement en donneur d'ordre. Et ben, c'est plus le cas maintenant. Vous pouvez aussi être audité sur les contrats que vous menez en sous-traitance. La question, voilà, ça va dépendre de votre bilan pédagogique et financier. La question qui va se poser aussi, c'est est-ce que je vais être audité sur les deux? Wait and see. Oui, potentiellement, oui, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité là-dessus. Vraiment, la FAQ, on l'attend. Alors peut-être à tort, peut-être qu'on a déjà tout compris, mais on attend de voir aussi comment les certificateurs vont s'emparer de ce décret et de ces nouvelles obligations. Ouais. Alors, Marie, question pertinente. Que se passe-t-il si vos sous-traitants sont basés en dehors de la France ? Mais ça veut dire basé, c'est-à-dire qu'ils animent des formations en dehors du territoire français ou ils interviennent par visio interposée à l'étranger. Marie, vos sous-traitants doivent être déclarés à la directe. Je dirais rien, j'irai pas plus loin. Les sous-traitants qui interviennent doivent être identifiés comme des acteurs de la formation, des prestataires de formation, donc déclarés à la directe. Alors, est-ce qu'ils sont déclarés à la directe en France et ils habitent à l'étranger? Pourquoi pas, c'est pas gênant. Par contre, s'ils sont pas du tout, s'ils relèvent pas du tout du contrôle, en France, reprenons les choses voilà. L'ADRETS, c'est les services de l'État en région, d'accord, et c'est notamment les services c'est ce qu'on appelait avant l'inspection du travail. On parle de formation professionnelle, on parle de montée en compétences. Il faut que, si on ne se déclare pas, on échappe au contrôle. Et c'est un peu la question tout à l'heure de Mustapha, je pense. Oui. Vous pouvez avoir des formateurs étrangers, mais il faut qu'ils aient un représentant sur le territoire français reconnu officiellement. D'accord ? Voilà, pour cette question, moi, qui reste quand même très, très particulière, Marie. Et Virginie, moi, je comprends pas très bien la question. Pour les certifications, faut-il envoyer les notes aux stagiaires ? Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on doit communiquer sur les taux de réussite des stagiaires que vous avez formés, c'est ça ? Si c'est ça, bah oui, en fait, sur le programme de formation, sur des formations certifiantes, on doit afficher le taux de réussite. Si c'est des notes obtenues aux examens blancs, par exemple, oui. Si c'est les notes obtenues aux examens blancs, je ne sais pas si vous êtes dans un système de notation, d'évaluation. Oui, en tout cas, avec vos stagiaires, vous communiquez. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire ? Afficher comme c'est sur le programme. Il y a des évaluations en cours de formation qui sont obligatoires pour le RNCP. Donc oui, le stagiaire, il sait comment il arrive à l'examen. Bien sûr. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres Non, c'est pas si. Merci en Marie, tout cas, n'hésitez pas. C'est bien. Ouais.
Si on a été clair, tant mieux. On va vous parler des solutions d'accompagnement. Donc, Mustapha, par exemple, ou Christophe, si vous avez des questions sur les NDA, sachez qu'on peut vous proposer un accompagnement pour obtenir votre numéro de déclaration d'activité. Mais j'ai envie de dire aussi pour vous afficher, je l'ai pas mis là-dessus, mais sur EDOF, si vous avez des formations éligibles au CPF. On fait aussi, on a des prestations aussi sur des formations Calliope. Alors, sur l'accompagnement vers la certification Calliope, soit en mode formation, soit en mode prestation. Par exemple, on peut vous accompagner, être présent le jour de l'audit, ce qui vous allège un petit peu au niveau stress. Et voilà, parce que nous, les process qu'on vous apprend à mettre en œuvre, on peut vous aider à vous mettre en conformité et ensuite vous aider au moment de la présentation auprès de l'auditeur. Il y a aussi Calliope Express, que ça fait un petit moment, que j'aime bien aussi. C'est un outil qui vous permet de vous de vous mettre en conformité vous-même, mais ça c'est de la prestation de service, c'est un outil qu'on vous vend. En fait, si vous sentez d'y aller seul. d'y aller seul, voilà, c'est ça. On Voilà. vous donne les outils, les templates, etc. Mais ouais, vous y allez tout seul avec quand même un guide en e-learning. Alors justement, pour ça, je vais vous montrer les tarifs. Sur le site d'Insys, vous avez tout, hein, je ne dévoile rien. Numéro de déclaration d'activité, Calliope Express, voilà, on a des tarifs qui sont vraiment variables en fonction aussi de la représentation, audit externalisé ou surveillance, bref, tout dépend. Alors, on a une dernière question, je crois, de Christophe. Ouais, Virginie, moi, je sais pas si toi, celui-là, tu comprends la question, mais donc Virginie vous dit, est-ce que quand ils passent leur certification, doit-on leur donner les notes pour le RS? Non, mais ça dépend vous avez un référentiel d'évaluation en RS, on fait pas ce qu'on veut, Virginie. Dans le référentiel d'évaluation, ils vous disent quoi, comme on dit dans le Nord. Ouais. Mais est-ce qu'on est obligé de noter? Non, pas nécessairement, mais par contre, oui, ils doivent passer une certification à la fin, ils sont évalués. Virginie, si vous voulez, on prendra votre question. Rappelez-nous. N'hésitez pas à nous rappeler, c'est pas très clair. Là, on va vous mettre nos contacts et puis. On comprend pas le questionnement finalement, on voit pas là où ça pêche. Et Christophe, dernière question sur quelles sont les alternatives à la sous-traitance pour des cours synchrones. Pour moi, il y en a pas d'alternative. Il y en a pas. C'est la grande nouveauté. En fait, soit c'est un contrat interne, c'est des DCDI, voilà. ce qu'on disait tout à l'heure, soit c'est ce que Souila disait. La loi dit qu'un organisme de formation ne peut sous-traiter une activité qu'à un autre organisme de formation. Quelle que soit, j'ai envie de dire, la modalité de mise en œuvre de l'action de formation, que ce soit du présentiel, du distanciel, du synchrone, de la synchrone. Alors, je sais que parfois, on se pose la question sur, quand on fait du e-learning, en fait, moi, j'ai sollicité quelqu'un pour créer les supports et puis poser une voix dessus. C'est pas vraiment un formateur, ça, en fait. Non. Là, ça dépend ce que vous demandez à la personne. Là, ça peut être potentiellement un contrat de prestation de service. Si la personne, elle vous a juste construit la vidéo et puis elle est venue porter sa voix dessus. Mais si la compétence, c'est-à-dire c'est vous qui lui avez écrit le scénario et puis qu'est-ce qu'elle doit mettre sur la vidéo, c'est vous le formateur. La personne, c'est un prestataire. Là, on est sur deux dimensions différentes. C'est pas un formateur. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Christophe, mais en tout cas, il n'y a pas d'autre alternative que soit vous internalisez, soit si c'est externe, c'est de la prestation, c'est du contrat de sous-traitance. Voilà. Et le contrat de sous-traitance, du coup, c'est forcément avec quelqu'un qui a un NDA. Voilà. On a fini. On a un peu dépassé l'heure. Merci en tout cas pour votre belle écoute. J'espère qu'on a répondu finalement à vos questions. N'hésitez pas à nous laisser un message sur le chat en privé avec vos noms, prénoms. On vous rappellera ou encore directement au 09 74. Vous tomberez sur Hélène. 09 74 19 0020. Notre collègue Hélène vous rappellera. Je crois qu'on est assez réactif. Nos clients nous le disent encore, donc ça doit être encore un peu vrai. Elle vous rappelle dans les 24 heures, en gros, après votre premier message. Vous pouvez aussi envoyer dans notre boîte mail contact@insist. Et donc, accès au replay à partir de demain, je pense. Voilà, et prochain premier jeudi du mois, 7 mars. Et on verra le sujet. Surprise. On vous tient au courant de toute façon, donc n'hésitez pas à regarder notre blog, et allez nous suivre sur LinkedIn. Et j'espère que ça a été aidant. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. À bientôt, au revoir.